One Piece 1182, le 1182e chapitre de One Piece. Et qu'est-ce qu'on nous balance? On nous balance encore du lore. Voilà, on en avait assez, c'est bon en fait. Et elle nous balance du lore, voilà. Parce que sur un truc qu'on n'a pas demandé, mais c'est pas grave. Non, en vrai, là, je suis de mauvaise foi. Voilà, c'était juste pour commencer à attaquer avec un peu de médisance, alors que c'était pas le but à la base. Mais voilà, c'est pour le watch time, hein, tu connais la technique. Bon, en fait, sur ce chapitre, il n'y a pas énormément de choses à commenter. En réalité, on sent que c'est quand même un chapitre de transition, hein, qui nous emmène vers l'action. Mais on va quand même jouer. Ah, on va quand même commenter, t'inquiète même pas. D'ailleurs, avant de continuer, si vous aimez regarder des animés, jouer en ligne et que vous utilisez souvent le Wi-Fi public, j'ai un outil à vous proposer. NordVPN, bien sûr. Aujourd'hui, on passe énormément de temps sur le net, mais entre les pubs, les sites douteux, les tentatives de piratage ou encore simplement juste le contenu bloqué en fonction du pays, ça peut devenir assez pénible. Avec NordVPN, vous pouvez sécuriser votre connexion en un clic, que ce soit sur PC, téléphone, PS5 ou même plusieurs appareils en même temps. Vous choisissez simplement le pays auquel vous voulez vous connecter et c'est réglé. Parfait si vous voulez accéder à certains contenus indisponibles en France ou protéger vos données quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous géolocaliser dans un autre pays afin de bénéficier d'offres et de produits et de services qui peuvent être moins chers en fonction du pays où on se trouve, comme par exemple un abonnement Crunchyroll ou des réservations de certains hôtels. Vous pouvez aussi vous en servir pour suivre des événements sportifs diffusés gratuitement à l'étranger alors qu'ils sont payants en France. Mais ce n'est pas seulement un VPN, ils ont aussi ajouté des fonctions très intéressantes en matière de protection anti-menaces. Ça bloque les pubs, les trackers et même bloque certains sites douteux avant même qu'ils ne s'ouvrent. Et avec leur offre actuelle, vous pouvez même profiter d'un gestionnaire de mots de passe intégré. Leur formule la plus intéressante reste celle sur 2 ans, elle revient environ 3 € par mois avec 4 mois offerts, donc ça coûte moins cher qu'un menu fast-food. Et vous avez 30 jours pour tester et vous faire rembourser si ça ne vous convient pas. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Que la passion vous guide, oui. Comme je le disais, on sent que c'est un chapitre un peu transitoire. Mais en même temps, c'est le cas d'un chapitre sur 2 en réalité. Hein, c'est normal, on n'a que 17 planches à peu près par semaine ou presque pour faire avancer l'histoire. Donc voilà, on finit une situation, on en commence une autre. Bon, là, on finit un petit peu, le début de chapitre finit un peu, en tout cas poursuit l'affrontement entre Im-sama et Nidhogg, aka Loki et Ratatosk. La belette, j'allais dire, c'est pas du tout une belette, c'est un écureuil, l'écureuil géant. Et il commence encore à faire des phrases par énigme, le bâtard, c'est genre ah là là, tu m'as trahi, je pensais pas te revoir dans ce monde, sale traître. Ah ah. Il pose des énigmes, c'est-à-dire qu'il les a déjà vus, il les a déjà croisés, il les connaît. Voilà, il reconnaît aussi l'écureuil, qui est apparemment révélé que c'est bien un marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil. Voilà. Alors par contre, juste une question. Bah il a mangé le fruit de Ratatos, je suis con, j'allais dire c'est quoi le rapport entre l'écureuil et la glace? Mais si, puisque il a pas mangé le fruit de l'écureuil, il a mangé le fruit de Ratatosk, du coup. Ce qui est logique. Donc c'est un écureuil un peu avec des pouvoirs magiques qui vit dans Yggdrasil, selon les légendes nordiques, évidemment. Bon, alors ça c'est pas étonnant, il y en a qui sont étonnés. J'ai vu sur Twitter, comment ça un marteau qui mange un fruit? Ça a été expliqué déjà à Alabasta qu'on pouvait faire bouffer des fruits à des objets. Alors ils n'ont jamais expliqué comment. Ça, on ne sait pas, apparemment c'est Vegapunk qui a découvert un procédé pour le faire. Ils n'ont jamais expliqué comment, mais il semblerait que ce soit possible. Alors sachant que ça se passe dans une époque antique, mais que l'époque antique était plus avancée que l'époque actuelle, on peut tout à fait imaginer que les géants elbaves d'alors ont trouvé un moyen de faire bouffer un fruit à un marteau. Voilà, ça me semble pas totalement déconnant. Donc les gens qui arrivent, premier degré, en mode critiquer n'importe quoi, un marteau qui mange un fruit, vous êtes des larpeurs. Ouais, j'aime bien ce mot, ce nouveau truc là. Vous faites semblant de connaître One Piece. Mais moi, je suis pas un fan absolu, giga, obsédé par One Piece. Je le sais, ça. Quand même. Zut. Mais, du coup, ça m'a fait poser une question. Vu que le Ratatosk, c'est un écureuil marteau, il ne parle pas. Il parle l'écureuil. Je me dis, est-ce que, du coup, Chopper peut comprendre l'écureuil? Parce que l'écureuil, s'il a vécu le siècle oublié, peut-être qu'il a des vraies infos à balancer, tu vois. Donc vas-y, Chopper, il pose des questions, l'écureuil lui parle, il y a moyen de faire un truc sympa. Cette scène n'arrivera pas, mais ça aurait pu être sympa d'avoir ce genre de truc. On voit un combat qui commence à prendre des dimensions.
j'ai envie de dire, des dimensions bibliques, ce qui est tout à fait à propos. On a un espèce de dragon mythologique contre un espèce d'antéchrist qui se fout sur la gueule à coups de bombe et tout. Là, on commence à voir un peu l'ampleur du combat par les yeux de Bonnet. J'avais oublié qu'elle était là, Bonnet, hein, on l'avait pas vue depuis très longtemps, Bonnet, avec Vegapunk. Donc on a un peu leur point de vue à eux, et puis t'as Vegapunk qui fait c'est vrai que je ne connais pas cette personne, mais elle est au-dessus des chevaliers divins, mais ce n'est pas un doyen. Donc ça veut dire qu'elle est encore au-dessus. Ce n'est pas étonnant, hein, un gouvernement en place depuis 800 ans, il y a forcément des parts d'ombre. Oh, voilà, ok, bon, heureusement que t'es là, frérot. Bref, je pensais qu'il savait, moi, un peu, qu'il y avait un faux roi et tout, parce qu'il en avait des informations. Et là, il fait genre, qui ça peut bien être? Bon, pourquoi pas? Mais j'espère qu'il va servir à quelque chose à un moment donné, le Vegapunk quand même. Parce que là, jusqu'à présent, à part balancer ses aspirateurs à chaleur, là, il n'a pas fait grand-chose de constructif. Ouais. Donc ça serait bien qu'il y ait un truc, quand même, à un moment donné, qui se passe. En plus, normalement, si Bonnet est là, ça veut dire que Kuma est là. Ça veut dire que peut-être ils vont le réparer pour de bon. Peut-être qu'ils vont le ressusciter. Ce serait sympa, parce qu'il a un pouvoir très pratique. Imagine Kuma, il arrive, il peut peut-être sauver les gosses, parce que les gosses sont de nouveau en danger. Il peut peut-être arriver genre pouf pouf pouf. Je les tape, et puis du coup je les mets en sécurité, ou alors je tape les chevaliers divins et je les envoie je sais pas où. Il pourrait faire ça. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revoir ne serait-ce Kuma dans cet arc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, on a les chevaliers divins qui se remettent en action avec leur power-up. Donc on a Kellingham, je crois que c'est ça, qui du coup tente le Sanji en mode « Oh bah j'ai même pas besoin de te tabasser, vas-y, je vais finir ma mission ». Je vais revenir après sur ce qu'il fait. Et on a Summers, qui est devenu Super Summers, qui attrape un bateau pirate, qui le monte, qui va dans la mer d'en bas, qui prend le truc, qui s'envole, qui pose le bateau pirate sur la mer de nuages. Donc le gars est devenu très très fort de chez Balèze d'un coup. Donc ça va être de véritables menaces. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent, les chevaliers divins ont été un peu décevants. C'est-à-dire qu'ils ont été menaçants quand ils étaient contre les géants normaux. Une fois que les chapeaux de paille sont arrivés, ils se sont fait calmer direct. Ce qui était un petit peu déceptif. Hein. Là, ils se sont fait booster comme jamais. Ça relance un petit peu l'intérêt de la confrontation, qui peut être très intéressante. Sachant que là, on a Him-sama avec ses deux bras droits. Et d'un autre côté, on a Luffy avec ses deux bras droits, ses deux ailes, j'ai envie de te dire. Parce que t'as pas de bras droit, t'as un bras droit et un bras gauche. Là, c'est ses ailes plutôt. Donc là, il va y avoir un rematch. Il va y avoir Killingham contre Sanji. Et Summers contre Zoro. Très certainement. C'est ça qui est en train de se profiler. Sachant qu'on a découvert le point faible des Chevaliers Divins. Ça, l'espèce de cœur d'acier là. Zoro, il va pas hésiter un instant. Il va le trancher. Il va lui niquer sa mère, je pense. Ça va être très très stylé. Et Sanji, il va certainement faire le même délire. Donc ça promet des affrontements dantesques. Ça risque d'être très très cool, ça. Oui. Je fais une petite bifurcation pour parler de Chopper qui a soigné tout le monde. Voilà, la coupure était nette, donc hop, j'ai pu remettre tes doigts, mais ça va mettre du temps à se recoller complètement. Bon, voilà, c'était attendu. Encore une fois, je pense que si Oda voulait vraiment... Si son but c'était vraiment de faire du truc vraiment traumatisant, il n'aurait pas juste coupé des doigts et une jambe. Je pense qu'il aurait voulu être vraiment choc-barre, choquer tout le monde. Il aurait tué quelqu'un. Je pense direct. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à battre les allégations que personne ne meurt jamais dans One Piece? Ce qui n'est pas vrai, il y a des gens qui meurent dans One Piece, mais là... Est-ce qu'il va battre les allégations de la fameuse... je recommence. Est-ce qu'il va battre les rumeurs, les allégations qui disent que jamais personne ne meurt dans One Piece? Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y a des morts dans One Piece en réalité, mais c'est souvent dans des flashbacks, et une fois de temps en temps dans l'histoire principale. Bref, on verra bien, l'arc n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Même si je ne suis pas tout à fait convaincu, pour revenir à Zoro, qu'il se dirige vers Summers. J'ai l'impression qu'il se dirigeait vers la grosse bagarre, c'est-à-dire entre Nidog et Im-sama. Donc j'ai un petit doute, parce que sur la fin, ils se croisent avec Sanji, et il y a le géant qui fait « Tu veux qu'on fasse demi-tour? Il se passe un truc au village ?» Je fais « Non, c'est bon !» Et genre, il dit à Sanji « Vas-y, t'as pas intérêt de te foirer. » Il fait « T'inquiète, toi non plus. » Donc ils se croisent en mode badass, en mode buddy movie un peu stylé. Comment ils vont gérer ça? Voilà. Et donc,
On arrive à la grosse info de cette fin de chapitre où Killingham, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, je crois que c'est ça, Killingham, invoque son MMA. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire MMA, j'ai oublié, on s'en fout. Et donc sa plus grande peur, et on apprend que c'est Zaza, la déesse de la pluie. Voilà, alors très certainement inspiré d'un quelconque folklore existant, j'imagine. Donc ça vient d'une légende du monde d'en dessous, donc qu'il y avait une créature qui faisait tomber la pluie sur les gens. Alors est-ce que cette créature est réelle ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, c'est Zaza, la déesse de la pluie, au design très stylé d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé le design. Maintenant, il y a un flou, je trouve. Est-ce que c'est la plus grande peur aussi des dragons célestes parce que c'est un danger? Dans l'histoire des dragons célestes et du siècle oublié, il y a un rapport avec cette Zaza. Ou parce que c'est justement juste du folklore. C'est-à-dire, parce que par exemple, regarde les petits-enfants géants là, quand ils étaient sous le pouvoir de Killingham, ils faisaient apparaître des trucs qui n'existaient pas forcément. Genre, ils avaient peur d'un squelette géant là, ou d'un espèce de loup-garou, ou même d'un méchant Nika. Bon, Nika existe, on l'a vu. Mais les autres trucs, on ne sait pas s'ils existent a priori. C'est juste genre t'as peur du croque-mitaine, tu vois. Ça veut pas dire que le croque-mitaine existe. Donc est-ce que c'est ça, parce qu'il a expliqué d'où vient la peur de Zaza, dans ce qu'il dit, c'est nous on vit au-dessus des nuages, donc on connaît pas la pluie. Donc quand on voit la pluie nous tomber dessus, bah, ça nous terrorise, parce qu'on comprend pas d'où ça vient, tu vois. Donc ça leur fait peur dans leur culture, dans leur folklore à eux. Donc est-ce que c'est juste cette peur un peu enfantine, et qui est en même temps commune un peu à ce peuple-là, qui fait que ça réveille ce cauchemar-là? Ou est-ce que c'est une peur réelle, parce que cette entité représente une véritable menace pour le monde des dragons célestes? Et le chapitre est assez flou là-dessus. Alors après, on est dans une œuvre de fiction, donc forcément, quand tu évoques une mythologie à un moment donné, c'est que cette mythologie est réelle quelque part. Mais comment c'est présenté, il y a un flou. Sauf que le gars, il rajoute derrière, il parle de Zaza, la déesse de la pluie, mais derrière, ils se sont obligés de dire « Eh oui, et il y a aussi le clan des dés, et Nika, toutes ces légendes du monde en dessous qu'on me raconte depuis mon enfance. » Donc encore une fois, c'est flou. Tu veux vraiment nous balancer du vrai lore, là, qui a un rapport avec le One Piece, qui a un rapport avec tout ça? Mais si c'est ça, tu nous balances ça au chapitre 1182. Il y en a qui vont me dire, mais non, ça a déjà été évoqué à Skypea. C'est une case, la putain de Taras, dans Skypea. Skypea, c'était il y a plus de quasiment 20 piges. Il faut arrêter avec le délire des foreshadowing de mon cul, là. Là, c'est plus du foreshadowing. Là, il faut trouver un nouveau terme. Que tu dois regarder un truc qu'il y a eu il y a 20 piges pour comprendre. Et encore, tu comprends rien, c'est juste que ça a déjà été évoqué. Donc oui, les dieux, dieu du soleil, dieu de la terre, dieu de forêt et dieu de la pluie, je crois que c'est ça, ont déjà été évoqués à Skypea. Mais c'est bizarre, je trouve, dans le contexte de Skypea, de prendre Skypea comme référence pour justifier la mythologie qui est après. Parce qu'un des gros sujets de Skypea, je suis désolé, je connais bien cet arc, je me souviens bien, j'ai fait un One Pieceologie dessus, je vous invite à aller le voir. Un des gros sujets de Skypea, c'est justement de ne pas se référer aveuglément aux dieux. C'est le sujet. Parce que Ener, il arrive, il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu. Le roi d'avant, il se prenait pour qui? Il se prenait pour Dieu. Parce que je suis dans le ciel, je suis Dieu. Il y a l'histoire avec le serpent géant et Norland. Qui bute le serpent géant. Il fait, oh, t'as buté notre dieu. Non, c'est pas lui, c'est son pote l'Indien. J'ai oublié son nom. Norland et... J'ai oublié le nom du gars avec plein de cheveux, là, l'Indien. Qui bute, il dit, oh, on a buté notre dieu. Donc il y avait un côté, faut pas se fier forcément au sacré. Donc, ça disait ne pas se fier forcément aux légendes, aux machins, et que ce qui comptait dans Skypea, finalement, c'était les humains, c'était les choix qu'on faisait. Il fallait pas se cacher derrière notre mythologie, notre religion, ce qu'on considère de sacré, pour justifier des choix injustes. Voilà. Donc, et dans le même temps, il aurait introduit des vrais dieux, du coup. Ce qui est un peu bizarre. Voilà, je trouve, thématiquement, si on doit se référer à Skypea, encore une fois, je trouvais ça bizarre, et je trouve ça bizarre aussi de commencer à introduire des trucs si tard dans le manga.
Et franchement, au détour d'un truc... Voilà, j'attends de voir, encore une fois. Peut-être que ça va être quelque chose de sympathique et de pertinent, hein. Mais là, tout de suite, je comprends pas trop l'intérêt. Voilà, parce qu'il y en a plein qui vont dire «Ah, ils craignent la déesse de la pluie». Alors que normalement, tu te dis, bah, normalement, l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial, normalement, tu te dis, vu comment ça nous a été vendu, normalement, c'est censé être Nika, censé donc le dieu du soleil. Et là, tout d'un coup, on nous dit, non, c'est le dieu de la pluie, on a peur de ce truc-là. Bon, ça veut pas dire que c'est leur plus grande peur à tous. C'est la plus grande peur de Killingham, mais c'est peut-être pas la plus grande peur à tous. Donc voilà, pour ça, est-ce que c'est une peur réelle, ancrée par un événement réel, ou est-ce que c'est juste du folklore? Comme il y a des gens qui ont peur du croque-mitaine, qui ont peur du diable, qui ont peur de... Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est assez flou. On verra par la suite comment ils vont développer ça. Mais voilà, est-ce que c'est le moment de rajouter encore du lore, de la mythologie, alors qu'il y a tellement de trucs pas expliqués? Je ne sais pas, je suis sceptique. En réalité, soit tu te mets à expliquer tout, et après tu rajoutes des trucs, mais tu rajoutes pas des trucs alors que t'as pas expliqué tout ce qu'il y avait avant, d'un seul coup. Donc ça va, je pense qu'à terme, ça va commencer à être compliqué quand même. Mais on va voir. On commence à avoir de la révélation, on se rapproche. Donc j'espère que ce sera bien fait. Bon, et j'espère aussi que le Luffy va bientôt finir de clapper. Parce que là, il y a des culs à latter, là. On va voir comment ça se passe. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre, qui est ma foi très intéressant, même s'il est assez court, mais il y a des trucs intéressants à relever. Voilà, je vous laisse ce soir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.